Allez, on enchaîne avec le plateau live de Décideur TV présent tout au long de cette journée, le colloque NPA Le Figaro, NPA Conseil, bon anniversaire, 15 ans. Déjà, on a le plaisir d'accueillir pas mal d'invités autour de la table cette fois-ci pour parler de l'audiovisuel de demain, en l'occurrence Lydie Fenech. Bonjour Lydie. Bonjour. Bienvenue, présidente du pôle média Grand Paris. Vous êtes... à mes côtés, on retrouve Aliette de Villeneuve. Bonjour. Aliette, bonjour, chez NPA Conseil. Et vous êtes venue accompagner Lydie de deux start-upers, en l'occurrence Stéphane Gaultier, le fondateur de Baba TV, il va nous en dire plus dans un instant. Bonjour. Bonjour. Et Pierre Catane, le fondateur et producteur de Transmédia, et producteur transmédia de Small Bang. Bonjour. Pierre. On va commencer par vous, Lydie. Vous allez nous expliquer en quoi consiste ce pôle média Grand Paris. Je ne savais pas qu'il y en avait un d'ailleurs. Expliquez-nous. C'est pas étonnant. Pourquoi c'est pas étonnant? Je devrais le savoir. Non, parce qu'on a d'éminents prédécesseurs qui s'appellent l'AFICAM d'une part et le pôle de compétitivité Cap Digital d'autre part, qui sont plus connus que nous. Mais nous, on a été créé en 2002 et on est strictement dédié à la filière image. Donc cinéma, audiovisuel, animation et tout ce qui va avec maintenant. Et surtout transmédia depuis que je suis arrivée, puisqu'on a positionné le pôle tous ensemble sur le multi-écran. Alors on va appeler Baba. Qu'est-ce que ça veut dire transmédia? Transmédia, dans le cadre de Baba, donc Baba c'est B-A-B-A, la méthode d'apprentissage. En fait, c'est un dispositif pour lutter contre l'illettrisme qui combine une émission de télévision et un service vocal. Donc, avant de parler de Baba, le transmédia. Voilà, mais juste pour vous dire, le transmédia, c'est cette logique qui consiste à faire que l'émission de télévision va donner envie à une part de l'audience d'aller sur le service téléphonique interactif. Et quand je suis sur ce service téléphonique, je donne un rendez-vous pour une autre émission de télévision et je suis dans cette synergie où l'un renvoie vers l'autre. Donc la logique du transmédia, c'est la bonification d'un support par l'autre. C'est pas la cannibalisation d'un support par l'autre. Pierre, vous êtes aussi transmédia. Oui, voilà, moi je suis aussi transmédia. Ça n'a rien de sexuel. Hein. Non, mais... On a l'impression que c'est un mot à la mode, là, transmédia. Si on n'est pas transmédia, on ne vous intéresse pas, Lydie. Si, quand même. Bon, on va reparler. J'ai une excellente définition du transmédia après. Ah, d'accord. Alors Pierre d'abord. Il y a beaucoup d'échanges sémantiques sur qu'est-ce que c'est. En réalité, une explication vraiment très simple du transmédia, c'est que l'histoire se déploie sur plusieurs supports. Et elle se déploie, donc c'est l'intrigue qui se déploie. C'est-à-dire qu'effectivement, l'expérience commence sur un support, se poursuit sur un autre, et peut multiplier comme ça les supports. Mais par exemple, le cross-média, ça n'a rien à voir, c'est quand en fait on duplique un même contenu sur deux supports différents. Par exemple, n'importe quel film de cinéma qui passe à la télé, et que je regarde sur mon smartphone, c'est du cross-média. C'est du cross-média. En revanche, si je commence à regarder une bande-annonce ou un épisode sur mon smartphone et que je dois aller au cinéma pour la suite, ça c'est du transmédia. Et que ça se poursuit par exemple avec un livre ou avec un événement dans une salle de spectacle, ça c'est du transmédia. Allez Lydie, à vous. Ouais, non mais il est pas mal. Nous on a travaillé pendant 3 ans au pôle média Grand Paris dans un consortium européen avec des homologues beaucoup plus avancés que nous, comme l'Estonie et la Suède. Et on est sur une définition simple. Le transmédia, c'est raconter une histoire, quelle qu'elle soit, hein. Une histoire de formation, c'est bon, une histoire de fiction, etc., sur plusieurs médias, en respectant la grammaire des médias et en faisant en sorte que ces médias interagissent entre eux et surtout en plongeant l'usager, alors ce qu'on a appelé depuis ce matin le téléspectateur, qu'on n'appelle plus comme ça, nous, et au cœur de l'expérience. Je crois que ce soir, vous clôturez avec l'UX. Oui, exactement. Mais c'est vrai qu'on a tendance à penser que le transmédia part au départ du linéaire, de la télévision, pour se développer sur les autres médias. Or, aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cet état d'esprit. Entre la télévision, le web, les autres supports, il n'y a pas de support, on va dire, initial dans le transmédia. Ça peut partir de... Mais vous savez, les pionniers du transmédia, c'est Disney. Disney, avant de vous sortir un film de cinéma, vous inonde de tous ces goodies, ces personnages, ces aventures, pour ensuite vous les faire redécouvrir dans un parc, pour ensuite vous les proposer en télévision, en animation.
ils sont vraiment à l'origine de Transmédia. Ils ont vraiment su raconter des histoires sur plusieurs supports. Alors là, on a des startups autour de la table. Est-ce que cette culture du transmédia se développe dans les groupes plus classiques, installés? Parce que une des préoccupations, c'est aussi d'éviter de perdre son audience, son fonds de commerce actuellement. Est-ce qu'ils sont réceptifs, les grands groupes, au transmédia? Alors, nous, aujourd'hui, au niveau d'IPOL, quand je suis arrivée, on était à 10%. Hein. Je suis arrivée en 2011. 10% on était de quoi? à 10% de digitaux natifs, qui étaient là des gens qui avaient une impulsion transmédia naturelle, etc. Aujourd'hui, on est au moins à 40%. Et ce qu'on entend aujourd'hui depuis ce matin est complètement différent de ce que, quelque part, nous, on vit déjà. Mais c'est bien. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, Pierre. Il y a encore un décalage quand même avec les médias un très gros décalage, parce que on a aujourd'hui, nous, des gens qui produisent dans la tradition, et qui sont obligés par les donneurs d'ordre, que sont les chaînes, de produire multi-écrans, et qui ne savent absolument pas quelles compétences aller chercher, d'ailleurs. Hein. Donc Pierre est une des ressources. En fait, on provient d'un monde dans lequel étaient alignés les contenus, les tuyaux et les supports. Et où les industries culturelles, qui est un oxymore moi qui me fait toujours un peu saigner les oreilles, donc les industries culturelles, se sont progressivement définies par leur support de destination. C'est vrai de la musique avec le disque, c'est vrai du cinéma avec la salle et l'exploitation ensuite en fenêtre, c'est vrai de la photographie avec les supports argentiques, et on est passé progressivement avec la numérisation, avec la révolution en fait digitale. Qu'est-ce qu'elle a permis? Elle a permis de dépasser complètement cette culture en silo qui voulait que les jeux vidéo, la musique, les concerts, la télévision soient des industries en fait séparées. Les projets que nous on fait à l'intérieur de Small Bank, c'est des projets qui sont des ponts, voilà, qui opèrent des ponts et techniques et artistiques dans les narrations entre eux, par exemple, les jeux vidéo et le cinéma et les séries, entre eux, par exemple, une expérience qu'on pourrait imaginer distante sur le canapé et tout à coup, on peut se projeter dans la ville qui est transformée en terrain de jeu. On l'a vu cet été avec Pokémon Go. En quoi Pokémon Go, c'est pas une initiative pleinement médiatique qui s'adresse à un public mobile nomade et qui va permettre une redécouverte du territoire. On va pas épiloguer sur Pokémon Go, mais c'était juste pour dire que voilà, on est surtout dans une nouvelle manière de penser les contenus, manière d'adresser des audiences qui elles-mêmes en fait sont complètement mobiles et fluides, et en fait c'est une crise de l'offre à laquelle on assiste et pas du tout une crise de la demande. Oui, alors après il y a beaucoup plus aujourd'hui de production transmédia ça, on en voit de partout. Il y en a quand même beaucoup qui ont une audience encore très confidentielle. Ça a du mal à se faire connaître finalement ce type de... Alors vous parlez Pokémon Go, c'est un peu exceptionnel, mais il y en a quand même beaucoup qui ont encore une audience très infime. Alors c'est intéressant parce que en fait le transmédia a des parents. En fait on est complètement dans une crise d'adolescence aujourd'hui de l'écosystème, on va dire, des producteurs d'expériences numériques, voilà, et des auteurs. Parce que en réalité tout ça naît du marketing, de la publicité, de la télévision et du jeu vidéo, qui sont des industries qui finalement ont perçu au tout début l'Internet comme étant un outil pour adresser des audiences. Et donc on a considéré que tous les contenus qui étaient faits en dehors des industries, on va dire, bien balisées, d'accord, les vieilles industries culturelles, tous les contenus qui étaient là à côté étaient faits pour ramener les audiences vers elles. Et donc, on a à la fois exploré des nouveaux formats, on l'a fait beaucoup sous l'impulsion, il faut bien le dire, des chaînes publiques, d'Arte et de France Télévisions, qui ont massivement financé ces projets depuis les années 2007-2008, avec aussi le soutien non négligeable, voire conséquent, du CNC, qui a ouvert dès 2007 des guichets, notamment les nouveaux médias. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'équation économique en dehors du financement public, hein? Si, alors, il y a bien sûr des équations économiques qui sont finalement aujourd'hui très rodées. On voit bien le retour sur investissement d'une vraie campagne, d'un jeu, par exemple, d'un ARG qui va accompagner le lancement d'un blockbuster. C'est quoi, un ARG, c'est un Alternate Reality Game, pardon. C'est un jeu qui va pas être rassemblé dans un support physique ou même qu'on peut télécharger. C'est un jeu qui va se déployer sur une infinité de contenus, une infinité de supports et proposer aux utilisateurs. En fait, le jeu, c'est progresser à travers une infinité de sites.
Mais du coup, ce que je voulais dire par là, c'est que le besoin d'avoir un modèle économique, il est évident. Dans le jeu vidéo, par exemple, ça se pose beaucoup moins. Mais surtout, on a besoin qu'une génération d'auteurs, que des auteurs, en fait, se saisissent de ces formats, racontent des histoires avec, et que ces histoires touchent les gens. Il y a trop peu aujourd'hui de cinéastes, il y a trop peu de réalisateurs, il y a trop peu de gens qui maîtrisent ces métiers et ces narrations, qui s'emparent de ces outils-là. Justement, Je voudrais juste allez-y. Je suis désolé, je vais être totalement en opposition avec ce qu'il vient de dire. Ouais, c'est bien. Formidable. Voilà. C'est la magie du réseau entre les traditionnels. Aujourd'hui, le vrai problème, c'est pas une question d'offre. Il y a des créateurs qui font de la création multimédia, transmédia, innovante. Le vrai problème, il est celui de la demande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en regard de cela, à part des programmes qui peuvent se financer par des systèmes parfois un peu artificiels de financement public, des vrais programmes qui ont une logique économique qui correspondent à un marché, aujourd'hui, il y en a très très peu. Il y en a très peu qui se sont développés. Et ça, c'est le vrai souci. Parce ça nous amène à Baba TV, justement. Oui, enfin, c'est surtout parce qu'on arrive sur la zone où on surfe entre l'industrie culturelle, terme qu'il a utilisé, et la logique commerciale. Gros mot dans certaines chaînes à vocation culturelle. Je l'ai vécu pour le savoir. Et c'est un vrai souci. C'est-à-dire que aujourd'hui, le seul dispositif transmédia où je vais naturellement de ce que je regarde vers un autre support pour vivre une expérience qui est un petit peu différente et qui fonctionne et qui est opérationnelle, c'est la chaîne de téléachat. Ça fait 30 ans que ça fonctionne, c'est opérationnel. Alors vous allez avoir des tas de gens qui vont dire c'est pas de la télé, c'est pas de la création. Ok, est-ce qu'on parle business model, est-ce qu'on parle économie de l'industrie de l'image? Le temps passe. Un mot rapidement sur Baba TV. Après. Oui, rapidement. Baba TV s'inscrit complètement dans cette logique-là, qui consiste à dire, nous, on va faire une chaîne de télévision qui a pour but de lutter contre l'illettrisme, on va mettre à disposition des programmes pour les chaînes de télé, mais notre business model est complètement différent. Notre business model, il vient de l'expérience utilisateur, qui fait que chaque fois que quelqu'un va venir sur le serveur vocal et va compléter une activité, un exercice, et va faire une leçon, eh bien, on va être rémunéré pour cela. Et on est dans cette logique-là où finalement, ce que l'on a vécu dans le domaine du jeu vidéo, je veux dire, ça fait 10 ans que le jeu vidéo a changé son business model. Il est passé d'un métier d'éditeur où il vendait son produit puis les gens s'en servaient, ils ne savaient pas trop comment, tiens, ça me rappelle un peu la télé, je vends mon programme et je ne sais pas trop comment ils s'en servent, à je diffuse gratuitement mon programme et l'expérience enrichie que je propose à d'autres, je la monétise et c'est ce qui paye l'ensemble du programme. C'est un business model radicalement différent. Radicalement différent. Et puis il y a un sujet dont on n'a pas parlé, peut-être que le pôle Média Grand Paris peut rebondir là-dessus, c'est sur la gestion des compétences de ces entreprises. L'organisation des équipes, la modification finalement des métiers de chacun, la polyvalence nécessaire de chacun. Est-ce que vous avez vu une transformation de ce côté-là dans ces startups ou dans ces différentes entreprises? Absolument radicale. À tel point que on a parfois des sociétés qui passent à la production transmédia, qui ne sont pas des digitaux natifs, qui viennent nous voir et qui disent « Lydie, je cherche un architecte en interactivité ». Et là, ça laisse un peu rêveur. Et donc, on se dit... Et du coup, on a fait un énorme projet là-dessus qui s'appelle Open Job, qui est sur... quelles sont les nouvelles compétences numériques dans notre filière? Comment on les promeut? Surtout, comment on accélère leur employabilité en disant, voilà, lui, il a un projet Baba TV, lui, il a un projet sur une BD, etc. Et comment on peut leur trouver les compétences qui correspondent parfaitement à leurs besoins du moment. Lydie, je veux juste ajouter que quand vous regardez toutes ces sociétés qui touchent au domaine de l'audiovisuel, mais qui viennent du digital, leur code APE est souvent dans des codes APE qui sont liés au papier et Internet ou aux industries. Donc, ils sont liés au Syntec et non pas du tout aux industries de l'audiovisuel. Les frontières, en effet, sont poreuses. Lydie, on arrive à la fin de l'émission. J'aimerais que vous rassuriez ceux qui sont intéressés par le pôle Média Grand Paris et qui n'ont pas de projet transmédia. Ils peuvent quand même venir taper à la porte? Ah oui. Vous savez que notre président, c'est AB Group et que notre réseau s'est constitué autour des gros du plateau qui ont franchi le périphérique pour trouver certainement quelques mètres carrés. Nous sommes leaders européens de l'activité de tournage partout et qu'autour de nous se tournent toutes les télévisions de flux. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut présenter comme critère pour rejoindre Pôle Média Grand Paris? Alors, il faut, je pense, avoir une vraie volonté d'innover et puis avoir
un grand besoin de réseau et envie aussi de s'investir dans le réseau, dans le networking. Et si on est un gros de données, c'est bien ça, hein. Et si on est un petit, alors si on est un petit, c'est encore plus facile parce que là, le réseau vraiment est fait pour vous. Et vous apportez quoi alors ? Alors on vous accompagne sur l'innovation, on vous accompagne sur le financement puisqu'on a un prêt d'honneur image qui est dédié, le seul qui existe en France puisque grosso modo c'est un peu difficile aujourd'hui d'aller voir une banque et d'expliquer ce qu'on fait avec quelque part un actif qui n'est pas matériel. On vous accompagne sur la responsabilité environnementale, puisqu'on est membre des coprods aux côtés de TF1 et de France Télévisions. On vous accompagne dans vos problématiques de formation et vos problématiques de développement à l'international, puisqu'on est extrêmement présent dans tous les projets européens. Et vous Allez, faites dernière des conférences question. également. Vous faites des conférences pour les non-membres Absolument, oui. également. Oui. On a très récemment reçu Yann Kounen pour une masterclass sur la réalité virtuelle et la fiction. Merci de nous avoir présenté Merci à vous. Pôle Média Grand Paris. Merci de nous avoir expliqué son fonctionnement. On continue cette journée ensemble en direct. On va revoir des best-of de la matinée pour voir un petit peu quelles sont les coulisses ici au 15e anniversaire de NPA Conseil.